nous connaissons bien Israël, nous sommes un ami, un allié d'Israël, mais en même temps un grand ami du peuple palestinien. Et c'est pourquoi nous devons jouer ce rôle-là afin de calmer un peu les esprits, diminuer les tensions, mais je vous dirais qu'on n'a pas vu de situation aussi grave au Moyen-Orient depuis des décennies. La ministre des Affaires étrangères sur le rôle que peut jouer le Canada pour calmer les tensions entre Israël et le Hamas. Tensions qui ont des répercussions d'un bout à l'autre de la planète et qui forcent les gouvernements, dont le Canada, évidemment, à s'impliquer plus directement dans le dossier dans cette région du monde. Que penser du ton, justement, adopté par Ottawa? Depuis une semaine, voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec et Chantal sont absents cette semaine, se joignent à nous. Hugo Lavallée, notre analyste au bureau de Québec Altiarage, qui est chroniqueuse politique au Toronto Star. Et Michel Séauger, évidemment, collaborateur régulier, chroniqueur politique à la presse et à Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Commençons par la question israélienne et le Hamas. Évidemment, on en a beaucoup parlé. Ça a forcé le Canada à adopter une série de positions depuis une semaine. Altia, je commence avec vous. Est-ce que le Canada a bien réagi, a bien géré ce dossier jusqu'ici? Je pense que oui. C'est une circonstance un peu différente de si c'est arrivé il y a 20 ans, disons. Les calculations domestiques sont différentes, le peuple canadien a changé, les demandes ont changé, puis aussi le conflit a changé depuis une semaine. Puis je pense qu'on a vu le positionnement du gouvernement changer un peu avec le développement de ce qui se passe à Gaza. Mais aussi, je trouve, une chose que je vais faire remarquer, c'est le premier ministre, le jeudi dernier, je crois, quand il a dit qu'on devrait demeurer unis. Puis ça, c'était... on entend assez rarement ça dans sur ce conflit ici. Comme tel, d'habitude, le gouvernement prend quasiment presque toujours une position très claire pro-israélienne. Mais ici, pour faire remarquer que Hamas, c'était pas les Palestiniens, c'était pas les Arabes, c'était pas les musulmans, puis qu'on devait vraiment reconnaître les humains comme des humains et reconnaître les droits humains de tous, ça, je pense que c'est vraiment... c'était une différence assez remarquée des prises de position auparavant. Oui, et c'est vrai, mais même, Michel, même dans les dernières 24 heures, la communication du bureau du premier ministre, on sent qu'il y a un petit changement de ton. Est-ce que ça a été bien géré? Il y a des gens qui ont dit en début de semaine, on dit toujours ça en début de semaine, ils auraient dû intervenir plus rapidement, ils auraient dû aller sur le terrain plus rapidement. Ils sont intervenus quand même relativement vite. Comment vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont ça s'est décliné? Il y a deux choses là-dedans. D'abord, elle tient d'une chose très importante. La société canadienne a changé depuis le dernier conflit au Moyen-Orient. Il y a 20 ans, il n'y aurait pas eu de manifestations pro-palestiniennes dans les villes canadiennes. Il y en a maintenant. Alors, la demande du gouvernement de rester uni dans ce conflit-là, elle est importante parce que ça reflète quelque chose de la nouvelle société canadienne qui n'était pas là avant. D'autre part, le Canada a réagi avec la rapidité qu'il pouvait avoir. Il n'y a pas de course à être le premier à envoyer un communiqué là-dedans. Il n'y a pas besoin de faire ça. Et sur l'évacuation des Canadiens, dans certains milieux, ils ont été très critiqués. En même temps, le premier avion canadien est parti avant le premier avion des États-Unis, puis le même jour que celui de la France. Donc, on n'a pas à rougir de la façon dont on a fait cette évacuation-là. Jusqu'à maintenant, le gouvernement, je crois, s'est assez bien comporté dans les circonstances. Maintenant, il faudra voir ce qui arrive avec la riposte israélienne qu'on n'a pas encore vue. Et est-ce qu'il y aura des appels à calmer le jeu? Ça, c'est ça qu'il faudra voir. Ouais. Hugo, votre point de vue là-dessus, ça s'est même invité à Québec, toute la question palestinienne et israélienne. Oui, effectivement, pour l'instant, on ne peut pas critiquer outre mesure le gouvernement Trudeau qui essaie évidemment de trouver l'équilibre dans ses déclarations publiques. C'est une situation extrêmement complexe. Pour l'instant, évidemment, c'était quand même plutôt facile de condamner en bloc le Hamas. Évidemment, il y a des nuances qui ont été apportées ces derniers jours par rapport à la population palestinienne, mais évidemment, au fur et à mesure que les choses vont progresser, si ça s'envenime, si la réplique d'Israël est aussi forte qu'on peut le présager à l'heure actuelle,
actuelle, bien, ça va devenir effectivement encore plus difficile pour le gouvernement Trudeau d'essayer de trouver l'équilibre là-dedans. Pour ce qui est de l'évacuation des Canadiens, évidemment, on a entendu ces histoires de problèmes de services consulaires. Est-ce qu'un autre gouvernement, une autre ministre des Affaires étrangères aurait fait mieux dans les circonstances? C'est difficile à dire, probablement pas. La question peut-être un peu plus fondamentale que ça fait ressortir tout ça, c'est est-ce que si le Canada s'est investi davantage dans sa politique étrangère ces dernières années, avait investi davantage en matière de défense, avait peut-être été un allié plus présent auprès des autres pays, est-ce qu'aujourd'hui le Canada, quand ce genre de situation-là se présente, serait mieux outillé pour faire face à ce genre de situation-là? C'est un peu le débat là, qui se profile en filigrane derrière toutes ces questions. Il y avait une réaction de Michel, ouais. Est-ce que le Canada aurait pu préparer le terrain davantage là-dessus? Puis quel rôle peut jouer le Canada pour la suite des choses, Michel? Le Canada est un plus petit joueur sur la scène internationale qu'il ne l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans. À un moment donné, ça vient avec être présent sur le terrain, ça vient avec avoir... pourquoi le Canada est un grand joueur? Essentiellement pour sa contribution à l'ONU, aux forces de maintien de paix, il y en a de moins en moins, mais aux interventions militaires que l'ONU avait fait et auxquelles le Canada répondait toujours présent. Là, les Nations unies ont demandé au Canada d'être chef de file dans une intervention en Haïti. Le gouvernement canadien a dit non. Ça ne se serait pas passé il y a 20 ans, il y a 30 ans. Je sais que c'est pas exactement une mission facile là, d'aller rétablir l'ordre en Haïti, mais à une certaine époque, on le faisait. Là, on le fait plus. Alors ça fait partie du fait que le Canada est moins présent sur la scène internationale. Revenons juste à M. Harper, qui avait très ouvertement préféré aller dans un Tim Hortons qu'à l'Assemblée générale de l'ONU il y a quelques années. Oui, oui, c'est vrai, on se souvient de ça. Altia, vous êtes au congrès du NPD à Hamilton. Toute cette question-là, c'est toujours une question un peu complexe pour le NPD. D'ailleurs, il y a eu des manifestations cette fin de semaine. On a désaccrédité certains délégués. Pourquoi ça divise les troupes là où vous êtes? Bien, traditionnellement, le parti NPD est plus un parti anti-guerre. Il y a quand même une grande partie des membres qui sont anti-guerre. Et puis, c'est un parti qui se tente plutôt du côté palestinien sur ce conflit ici. On a vu ça à plusieurs reprises, quasiment dans tous les congrès que je suis depuis 20 ans. Au dernier congrès, en 2021, ils avaient en fait passé une motion qui était beaucoup plus pro-palestinienne qu'avant. Ils nommaient Israël comme un acteur d'apartheid à Gaza. Ils demandaient pour des sanctions contre Israël. Et puis, il y avait certainement un mouvement que cette question-là allait débattre à la Convention. Mais le parti, là, les gens autour de Jack Meeting, ils se sont assurés, même avant le conflit, qu'on n'en discute pas. Il y avait 2 résolutions quasiment pareilles qu'ils ont divisé les votes puis qui ne sont pas venus sur le plancher. C'était des résolutions très pro-palestiniennes qui auraient fait beaucoup les manchettes s'ils avaient passé. Au lieu, le parti a mis de l'avant une motion qui est quasiment le 50-50. On parle de l'Israël, on parle de qu'est-ce qui s'est passé avec qu'est-ce que Hamas a fait à Israël. On parle des actions que Israël fait à Gaza. Une motion très balancée qui a passé hier. Puis il n'y a pas eu autant de débats, je pense, que moi je m'attendais. En partie parce que vous l'avez dit, il y a des délégués, le Parti socialiste, le caucus socialiste, la branche plus gauchiste du parti, qui ont participé ou qui ont regardé une manifestation. Puis le parti a décidé de les expulser. Alors, il y avait peu de voix sur le plancher. On a quand même eu des gens qui ont crié, qui ont dit que le parti ne respectait pas les droits humains. Mais c'était... en tout cas, si j'étais autour de Jack Meeting, je dirais que c'était un congrès assez réussi sur cette question-là. Ça aurait pu vraiment déraper vite, puis on ne l'a pas vu. Ouais. Hugo, le mot de la fin là-dessus. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit? Quelle est la prochaine étape pour le Canada dans ce conflit-là?
Bien, c'est ça qu'on a hâte de voir parce qu'on entendait plutôt Mélanie Joly dire la solution, bien, ça passe par la diplomatie et puis le Canada aura un rôle à jouer. Bien franchement, on a hâte de voir une fois qu'on sera on aura un peu plus de recul sur tout ça. On a hâte de voir quel rôle effectivement le Canada aura pu jouer. Il y a eu toutes sortes d'idées qui ont été suggérées dans les journaux ces derniers jours. Est-ce que, par exemple, il faudrait, c'est un ancien ministre qui a proposé ça, créer un regroupement de pays qui ont à cœur le sort des otages parce qu'il y a des ressortissants d'origine de ces pays-là qui sont pris dans la bande de Gaza. Bon, est-ce que ça pourrait être cette voie-là? Est-ce que ça peut être faire pression pour que la Cour internationale de justice, par exemple, s'attaque davantage à ceux qui soutiennent les groupes terroristes? Il y a différentes idées qui sont au jeu. Mais bien franchement, on a l'impression que le Canada est peut-être moins dans une logique de prendre ce genre de grande initiative à l'échelle internationale ces derniers temps pour les raisons que Michel soulignait tout à l'heure. Bon, justement, retournons à Michel. Là, on va changer de sujet. On va se déplacer à Québec. Là où vous êtes, au Québec, là, justement là où vous êtes, Hugo, le congrès du Parti libéral du Québec, qui est à la recherche de son identité, qui se demande ce qu'il devrait devenir, qui discute de chefferie aussi cette fin de semaine. Il y a un gros document, Michel, qui a été publié cette semaine sur ce que le parti devrait, vers quoi le parti devrait tendre. Vous avez écrit là-dessus ce matin dans la presse. Vous pensez que ça va c'est peut-être un peu trop détaillé, si j'ai bien compris. Ils ont fait un exercice très sérieux et très studieux, mais en même temps, c'est pas ça qu'on leur demandait. Alors, le document qu'ils ont pondu a l'air d'une plateforme électorale. C'est pas une plateforme électorale dont le parti a besoin à ce moment-ci. C'est de dire, d'abord, de revenir sur le passé. Qu'est-ce qui est arrivé pour que le parti se déconnecte autant de la majorité francophone au Québec? Et ça, ce post-mortem-là n'a pas été fait encore. C'est comme si on ne voulait pas y toucher. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est quand on est trop précis dans un programme comme celui-là, le chef n'est pas... Non seulement il n'y a pas de chef, mais il n'y a pas de candidat à direction. Alors, ça vous donne une idée du pétrin dans lequel ils sont, mais attachez pas les mains du ou de la prochaine chef. On avait des choses extrêmement précises. Là. Une loi sur le logement et la lutte à l'inflation. Ça, c'est quelque chose qu'on annonce en campagne électorale, pas 2 ans avant. Alors, j'ai pas compris pourquoi ils étaient allés de façon aussi précise dans les politiques qu'un gouvernement libéral va adopter et pourquoi ils n'ont pas fait le retour sur le passé qui était absolument nécessaire si on voulait avoir un comité de relance. Hugo, vous êtes sur le parquet là-bas. C'est quoi l'ambiance? C'est quoi l'atmosphère? Comment ils le sentent, cet exercice-là, les militants qui sont autour de vous? Bien, disons que le document a quand même été bien accueilli. Évidemment, ça sort un peu du marasme là, qui a caractérisé le Parti libéral ces derniers temps. En même temps, effectivement, au-delà des cercles libéraux, est-ce que c'est un document qui va vraiment avoir un impact, va permettre au Parti libéral de changer la perception que les Québécois ont de lui? J'ai des doutes aussi là-dessus parce qu'effectivement, Michel le souligne bien, il y a des propositions très précises qui sont mises de l'avant. En même temps, sur les grands principes de fond qu'on réitère dans le document, il n'y a rien d'essentiellement nouveau quand on dit qu'il faut trouver l'équilibre entre la défense des intérêts du Québec et puis la promotion du Canada, du fédéralisme, essayer de protéger le français, mais tout en respectant les droits des anglophones. Ce sont des positions défendues depuis longtemps par le Parti libéral qui essaie de trouver l'équilibre, parfois avec plus ou moins de succès, mais on n'a pas résolu ces tensions-là internes au Parti libéral dans le document. En fait, la réflexion est à peu près au même stade où elle était. On peut bien réitérer ces grands principes-là, mais est-ce que vraiment ça va répondre aux aspirations des Québécois dans un contexte où l'échiquier politique a beaucoup changé? Ça, c'est moins certain. On voit Québec solidaire faire des yeux doux aux néo-québécois. On a vu le Parti conservateur lors des dernières élections essayer d'attirer le vote des électeurs anglophones aussi. Alors, fondamentalement, ce document-là réitère les grands principes du Parti libéral, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la solution en ce moment aux défis auxquels le parti fait face très concrètement. Michel, par ailleurs, 2025 pour un chef, on en a parlé dans le passé. Est-ce que c'est trop long comme attente pour mettre la main? Là, je sais bien qu'il n'y a personne qui se bouscule au portillon, là, mais n'empêche, 2025, ça, c'est dans un bon petit bout de temps. Là. Est-ce qu'on a traîné ça trop longtemps au parti?
En même temps, l'élection est en 2026. La beauté d'avoir des élections à date fixe, c'est qu'on tout le monde est clair là-dessus. Alors, il y aura, si un chef est élu en 2025, si on trouve un candidat, là, il y aura quelqu'un qui aura 1 an pour se présenter à l'électorat. C'est suffisant, c'est pas trop rapide. Leur problème est beaucoup plus large. C'est le fait que personne ne se dise intéressé par la direction du parti, sauf un député qui, incidemment, a été exclu du caucus il n'y a pas longtemps, ça dit quelque chose sur l'état du Parti libéral du Québec. Et normalement, il devrait quand même y avoir un peu d'enthousiasme envers ce poste-là, et c'est pas là. Et c'est très parlant. On va suivre ça avec intérêt, bien sûr. Altia, je vais finir avec vous parce que vous avez un autre chef qui est avec vous qui a subi un vote de confiance hier. Il nous reste 40 secondes, mais 81 M. Singh, est-ce qu'il a de quoi être content? Non. Vraiment, c'était un résultat décevant pour lui, mais c'est quand même un mandat assez fort. Il pensait qu'il allait avoir plus haut. OK, donc 81 Altia. Pas de quoi célébrer, mais pas de quoi claquer la porte non plus. On va suivre ce que ça va donner dans l'avenir. Altia Arrache, vous êtes à Hamilton, Hugo Lavallée à Drummondville, Michel Sauger à Montréal. Merci à vous trois. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. À bientôt.